Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Et je me permets de vous rappeler que je compte sur vous pour partager cette vidéo, cliquer sur le pouce en l'air et bien sûr, laisser vos commentaires. À la une ce soir, retour sur la crise ukrainienne. Mercredi, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Washington pour obtenir une nouvelle démonstration de soutien des États-Unis, mais aussi forcer la main de Joe Biden pour recevoir des missiles patriotes. Une décision qui plonge le conflit dans une nouvelle dimension. Nous évoquerons ensuite l'avenir incertain de Donald Trump avec le spécialiste de la politique américaine Gérald Olivier. Et puis, pour finir, nous reviendrons en France pour évoquer une retraite qui pourrait ne pas être réformée, celle des parlementaires. À quoi jouent les Américains? C'est la question que l'on peut se poser après la venue de Volodymyr Zelensky à Washington. Donc on tente de libérer 45 milliards de dollars supplémentaires. La Maison-Blanche a confirmé l'envoi de missiles patriotes et de fait d'équipes américaines. Un nouveau cap très inquiétant. 45 milliards et la réaffirmation de l'envoi de missiles patriotes. Pas de doute, pour Zelensky, la visite à Washington sentait bon Noël. Reçu au Congrès, le président ukrainien a pioché dans son savoir-faire théâtral pour remettre un drapeau de son pays, prétendument signé par les combattants de Bakhmout rencontrés la veille. Si quelques élus républicains sont restés étonnamment mutiques, Zelensky a pu profiter d'acclamations régulières. Joe Biden a confirmé à Zelensky que l'Ukraine ne serait jamais seule face à la Russie et on l'avait tous bien compris. Hillary Clinton s'est quant à elle fendue d'une appréciation savoureuse en attribuant à Zelensky un courage churchillien, rien que ça. De son côté, le président ukrainien a répété que son pays était toujours fier et combatif et qu'il avait su déjouer les prédictions funestes. Un destin contrarié largement grâce aux armes occidentales. La besace pleine, le président ukrainien est donc sans doute rentré satisfait de l'opération. Il faut dire que son entourage, tout comme lui, refuse toute négociation de paix. Il a en effet affirmé qu'il ne ferait aucun compromis, une vision que Joe Biden a annoncé partager. Si l'envoi de fonds à l'Ukraine peut s'entendre au vu des besoins humanitaires dans le pays, le point crucial de cette visite est bien entendu la question des missiles patriotes. Mais au-delà de l'armement de l'Ukraine se pose ici un problème déjà évoqué dans notre précédente édition, l'envoi de soldats américains sur place. Une éventualité qui, jusqu'ici, a toujours été rejetée par le Pentagone et la Maison-Blanche au vu d'une opposition populaire très franche qui doit aussi en avoir assez de voir ses impôts directement envoyés à Kiev. Mais l'utilisation des missiles américains patriotes nécessite une formation que les troupes ukrainiennes n'ont pas encore. Dans ce cadre, il faudra donc envoyer officiellement des instructeurs sur place, même si une partie des formations pourrait avoir lieu en Allemagne. C'est donc un véritable cap qui est franchi et il est loin de rapprocher le peuple ukrainien de la paix, bien au contraire. Une décision lourde de sens donc qui semble également prise dans la précipitation, car tout porte à croire que le pouvoir démocrate américain redoute le changement de la Chambre des représentants dès janvier prochain. Les nouveaux élus républicains, souvent plus proches de l'isolationnisme, se retrouveront enfermés alors dans un soutien contraint vis-à-vis de l'Ukraine, où des Américains, les fameux boys, se trouveront un véritable piège politique. Cette décision américaine s'inscrit donc ni plus ni moins dans le processus d'escalade initié depuis longtemps avec l'élargissement des bases otaniennes et le travail d'influence pour faire tomber l'Ukraine dans l'escarcelle occidentale. Pour le Kremlin, l'envoi des missiles patriotes va aggraver la situation et faire davantage souffrir le peuple ukrainien, même si le ministre de la Défense a rappelé que tout était fait pour tenter de préserver les civils. Mais cette décision est aussi idéale pour renforcer Vladimir Poutine dans ses positions. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le président russe mercredi soir face à ses hauts dignitaires de l'armée. Конечно, боевые действия, военные действия, это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться. Vladimir Poutine a rappelé combien il s'était efforcé d'œuvrer pour le rapprochement de son pays avec l'Europe et même les Occidentaux dans leur ensemble pour construire un monde multipolaire. En vain. Le président russe a ajouté que ses adversaires géopolitiques étaient parvenus à laver le cerveau à l'intérieur de l'espace post-soviétique, y compris
en Ukraine. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a d'ailleurs expliqué que, je cite, « les réactions hystériques de l'Occident avec l'intervention en Ukraine prouvaient que la Russie devait ouvrir ce front pour se défendre ». Une lecture de la situation renforcée par le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoigu, qui a rappelé les récentes déclarations d'Angela Merkel, chancelière allemande en 2014 au début de la crise ukrainienne. Elle a en effet déclaré que les accords de Minsk n'étaient faits que pour gagner du temps. Sergueï Lavrov a également estimé que cette année écoulée aura eu le mérite d'éclaircir les positions de chacun et de savoir sur qui la Russie pouvait compter ou non. Dans ce cadre, notons que Vladimir Poutine a joint le Premier ministre israélien Netanyahou pour le féliciter d'avoir formé un nouveau gouvernement, alors même qu'Israël pourrait jouer un rôle dans la résolution du conflit ukrainien. Le président russe, contrairement à son homologue ukrainien, a affirmé attendre des négociations constructives pour garantir la sécurité de tous. Il a toutefois expliqué renforcer les dispositifs militaires de son pays, une décision que les déclarations américaines viennent de justifier. Quel avenir pour Donald Trump? Après une victoire en demi-teinte pour les Républicains aux élections de mi-mandat, l'ancien président doit refaire sa place au soleil. Une entreprise difficile avec le travail de sabre des médias et des démocrates. Le point. Donald Trump peut-il encore rebondir alors que la commission d'enquête parlementaire vient de recommander des poursuites pénales à l'égard de l'ancien président pour son prétendu rôle dans l'épisode du 6 janvier 2021 au Capitole, mais aussi d'autoriser la publication de ses déclarations d'impôts? Les astres sont loin d'être alignés pour celui qui s'est déjà déclaré candidat pour la présidentielle de 2024. Les médias, hostiles depuis toujours aux milliardaires puis aux locataires de la Maison-Blanche, distillent les attaques. Des attaques qui ont joué un rôle dans la présidentielle de 2020, mais aussi dans les élections de mi-mandat. C'est sans doute en partie pour cette raison que ces dernières ont finalement été moins bonnes que prévues pour Donald Trump, largement investi dans la campagne aux côtés d'un grand nombre de candidats. En effet, alors que la situation économique et sociale américaine est exsangue et que le président officiel Joe Biden inquiète quant à ses capacités cognitives, le camp républicain espérait un meilleur résultat, même s'il est tout de même parvenu à arracher la Chambre des représentants aux démocrates. La reprise en main d'une chambre au Congrès devrait d'ailleurs permettre de mettre en sourdine le Capitole pour ouvrir d'autres dossiers tels que ceux relatifs au très sulfureux Hunter Biden, fils du président en place. C'est ce que nous explique Gérald Olivier, journaliste spécialiste des États-Unis. Les républicains vont pouvoir mettre en place une commission d'enquête sur Joe Biden et sur Hunter Biden et sur ce qui a pu se passer en 2020 et sur les activités du fils du président actuel, activités qui ont véritablement explosé à partir du moment où son père est devenu vice-président et où clairement il a fait du trafic d'influence, il a monnayé l'accès à son père auprès d'un certain nombre d'acteurs internationaux, la plupart du temps de pays qui sont concurrents, rivaux, voire adversaires stratégiques des États-Unis, puisqu'il a eu des liens avec la Russie et avec un certain nombre de personnalités en Chine, et qu'on peut, je dirais, très pertinemment se poser la question de savoir jusqu'à quel point le président lui-même est compromis par ces différentes affaires. Pour l'instant, les médias n'en parlent absolument pas. Bien entendu, le ministère de la Justice refuse d'enquêter, mais une fois qu'il y aura des audiences sur ces activités et qu'un certain nombre de révélations seront faites, notamment à partir du fameux ordinateur qui recèle quand même un trésor de contacts qui sont absolument indéniables entre le fils du président et ces fameux acteurs internationaux, et un certain nombre de versements financiers à travers lesquels non seulement le fils, mais peut-être le père touchait également une forme de commission sur ces différents contacts. Peut-être que l'image de Joe Biden changera, peut-être que l'image des activités du Parti démocrate dans son ensemble changera, et qu'on aura derrière une réaction de l'électorat. De quoi libérer un peu Donald Trump pour regarder plus efficacement vers 2024, notamment avec sa ligne politique propre et le fameux MAGA, la plateforme Make America Great Again. Donald Trump a transformé le Parti républicain. Ce national protectionnisme, vous pouvez donner le nom que vous voulez derrière ce qu'on peut appeler le Trumpisme. Il y a du nationalisme, il y a du patriotisme, il y a un certain libéralisme économique, mais en même temps, vous avez un protectionnisme, notamment vis-à-vis d'une concurrence considérée comme déloyale venant de certains pays comme la Chine. Vous avez, je dirais, une implication dans le monde, mais pas forcément à la façon dont les Américains se sont impliqués, c'est-à-dire avec
avec un certain nombre de soutiens et un respect des alliances en place, mais beaucoup moins d'interventionnisme que certains démocrates le voulaient. C'est une plateforme qui lui est personnelle et qui emprunte énormément de points qui avant étaient ceux du Parti républicain, mais qui n'y collent pas totalement. Donc Donald Trump a, je dirais, étendu un petit peu ce qu'on appelait la grande tente du Parti républicain, mais il y a au sein du parti un certain nombre de gens, les conservateurs d'ailleurs pour certains, qui lui sont toujours opposés. Et donc il est plutôt repoussé par l'establishment du parti et il est soutenu par la base. Une popularité dans la population que Donald Trump a pu vérifier il y a quelque temps en commercialisant des NFT, des jetons non fongibles à son effigie sur le web. Résultat, tout est parti en 24 heures pour un total de 4 millions de dollars. De quoi relancer gentiment une campagne. Et il faudra bien cela à Donald Trump, car s'il peut compter sur sa fortune personnelle, les principaux argentiers de l'establishment, eux, sont plutôt dévoués aux démocrates ou plus rarement à des candidats républicains plus conventionnels. Une attitude que ces mécènes justifient d'ailleurs par leur conviction que Donald Trump ne pourrait plus gagner. La plus grande inconnue réside toutefois dans le traitement de Donald Trump par les médias et l'appareil d'État. Il y a toujours cette question de diaboliser, il y a toujours une volonté de le mettre hors jeu politique, de refuser de considérer que c'est un candidat comme un autre qui a le droit de se présenter comme n'importe quelle autre personne. Évidemment, c'est principalement mis en avant par l'administration en place, même si elle s'en défend, avec la complicité de certains outils, notamment le FBI et le département de la justice. C'est soutenu par tous les médias qui évidemment accompagnent ce type de rumeurs, voire les amplifient, exactement comme ça a été le cas lors de la fausse affaire de collusion avec la Russie ou lors des 2 tentatives de destitution pendant qu'il était président. Donc il y a toujours cette même volonté de réussir à faire tomber Trump par un autre moyen que les urnes. Et derrière cela, il y a un vrai questionnement aux États-Unis sur une forme d'instrumentalisation du pouvoir au profit du Parti démocrate qui évidemment pénalise Trump, mais pénalise également les républicains qui sont derrière lui. Un système qu'il faudra donc sans doute affronter à nouveau pour concourir une nouvelle fois à la Maison-Blanche. Mais avant, Donald Trump jouera son sort dans des primaires républicaines qui s'annoncent difficiles, sans doute, mais pas plus que chez les démocrates si Joe Biden et ses 84 ans veulent se représenter. À qui s'appliquera la réforme des retraites? Alors que les parlementaires commenceront 2023 avec le texte, une question piquante demeure. Feront-ils l'impasse sur leurs propres régimes spéciaux? Réponse tout de suite. La réforme des retraites va-t-elle toucher tout le monde? Dans un récent entretien, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a confirmé l'objectif de mettre fin aux régimes spéciaux. Et si l'on pense souvent aux fonctionnaires ou aux cheminots, une autre catégorie de Français en bénéficie, les élus de la République. Souvent privilégiés, ces derniers devraient avoir à cœur de conserver leur précaré. Pourtant, le cas de la retraite des sénateurs a de quoi attirer l'attention. 2040 € net de retraite pour un sénateur après un seul mandat de 6 ans. Pour les sénateurs ayant effectué plusieurs mandats, la somme peut s'élever à 3 856 € de pension en moyenne. Un régime particulier très critiqué, notamment par les députés dont la retraite est moindre, quelques 800 € net pour un député ayant effectué un seul mandat. Mais comme beaucoup sont souvent réélus, le montant moyen des retraites des députés est autour des 2700 € en moyenne. La retraite des sénateurs est un sujet qui prête à discussion depuis longtemps. En 2019, Gérard Larcher, président du Sénat, envisageait de créer un groupe de travail au Sénat pour faire évoluer le régime de retraite des sénateurs. Finalement, l'idée a été reportée à un temps postérieur à l'adoption d'une réforme des retraites. Ce ne serait pourtant pas la première fois que la retraite des sénateurs ferait l'objet d'une réforme. La réforme de 2010 a modifié le régime de retraite des parlementaires. Avant 2010, députés et sénateurs avaient la possibilité de verser une double cotisation qui augmentait à la fois le montant de leur pension et le nombre de leur annuité, ce qui leur permettait d'atteindre une retraite complète en 23 ans au lieu de 40.
Une mesure disparue en 2018, mais au Sénat, une parade a été trouvée. Un régime de retraite complémentaire par points a été créé en compensation. Un problème épineux vu les sommes dont il est question, d'autant plus que la nécessité de ces dépenses est discutable. Nombreux sont les parlementaires qui disposent en prime d'une retraite pour leur carrière professionnelle menée en parallèle de leur mandat. Une fois de plus, l'exemplarité de la classe politique est remise en cause. Une question qui sera peut-être considérée comme populiste, pourtant elle semble tout particulièrement légitime dans une période où l'on demande en permanence aux Français de se serrer la ceinture, voire même de baisser le chauffage.